Bonjour. N'importe quel système automatisé nécessite une énergie. Cette énergie va subir de nombreux traitements pour être adaptée à la nature de l'action. L'unité ADC va traiter des aspects qui peuvent être modélisés par les fonctions génériques qui s'appliquent sur la plupart des systèmes pluritechniques. Il s'agit des fonctions alimenter, distribuer et convertir. Ces trois fonctions, plus la fonction transmettre, constituent ce qu'on appelle une chaîne d'énergie. L'action sur la matière d'œuvre nécessite une énergie d'entrée. Donc, cette énergie va alimenter le système, puis elle va distribuer cette énergie vers les actionneurs, bien sûr en fonction des ordres qui viennent de la chaîne d'information. Puis, cette énergie va être convertie, va être transformée sous une autre forme d'énergie qui est utilisable. Et finalement, cette énergie va être transmise pour agir directement sur la matière d'œuvre. Pour mieux comprendre le fonctionnement de la chaîne d'énergie, on va montrer le rôle de chaque fonction. La fonction alimenter permet de transformer une source d'énergie en une énergie électrique, pneumatique ou hydraulique. Et cela avec un réseau électrique national, des piles, des batteries ou des accumulateurs. La fonction distribuer, donc il permet de transformer l'énergie électrique ou pneumatique ou hydraulique en une énergie adaptée, bien sûr, que ce soit électrique ou pneumatique ou hydraulique. Et cela à l'aide des préactionneurs comme des contacteurs, des relais, des redresseurs, variateurs, hacheurs ou des distributeurs pneumatiques. La fonction convertir permet de convertir cette énergie adaptée en énergie mécanique à l'aide des moteurs à courant continu, des moteurs pas à pas, moteurs asynchrones ou des vérins lorsqu'il s'agit bien sûr d'une énergie pneumatique. La fonction transmettre. La fonction transmettre permet de transformer cette énergie mécanique en énergie mécanique adaptée au système qui permet d'agir directement sur la matière d'œuvre. Et cela à l'aide des guidages en rotation, guidage en translation, accouplement, frein, embrayage et ainsi de suite. Actuellement, de nombreux systèmes sont alimentés par de l'énergie électrique qui peut être de nature différente. On peut trouver une source de tension continue, tension alternative monophasée, tension alternative triphasée. Alors, notre premier chapitre s'intitule sur le système monophasé, donc qui appartient à la fonction alimenter. L'énergie électrique que nous consommons est distribuée sous forme de tension alternative sinusoïdale avec une fréquence de 50 Hz ou 60 Hz. Ici au Maroc, on utilise une fréquence de 50 Hz. En France aussi. Par exemple, aux États-Unis, on utilise une fréquence de 60 Hz. Mais quel est l'avantage d'avoir une tension du réseau alternatif? Premièrement, c'est la simplicité et l'économie pour le transport d'énergie électrique sous forme alternative. Bien sûr, normalement, cette tension alternative est produite dans des centrales électriques et puis il va être transporté vers le distributeur. Il est plus simple de transformer des tensions ou des intensités. Donc, par exemple, lorsqu'on aura besoin dans un système technique d'une tension de 24 volts, on peut alimenter notre système par 220 volts, puis à l'aide des transformateurs, on peut le transformer en 24 volts alternatifs. Et on peut facilement redresser ces tensions alternatives en une tension continue, bien sûr, selon nos besoins. Une grandeur variable analogique, c'est une tension périodique qui est constituée par une suite de motifs identiques. Comme vous voyez ici, on a ici trois motifs qui sont identiques, ils ont une période T. La période T, c'est le temps que met le motif à se reproduire. Elle est notée T majuscule. Son unité, c'est seconde.
La fréquence, c'est le nombre de fois par seconde que le motif se répète. Il est égal à 1 sur T. Donc, il est noté F. L'unité, c'est le Hertz et ça s'écrit avec un HZ. La valeur instantanée d'une grandeur variable, c'est la valeur qu'il prend à tout instant. On la note par une minuscule U de T ou U minuscule. Prenons l'exemple suivant. On a une tension électrique I de T. Normalement, la valeur de la tension efficace change à chaque instant. Par exemple, ici, donc, il y a une valeur, puis il augmente, il diminue, il peut être même négatif ou positif. La valeur moyenne. La valeur moyenne d'un signal périodique, I de T par exemple, c'est la moyenne des valeurs instantanées mesurées sur une période complète. Si T désigne la période du signal I de T, la valeur moyenne est définie par l'expression suivante. Donc, le courant moyenne égale à S sur T. S, c'est la surface, c'est cette surface dans une période T. Si T désigne toujours la période du signal I de T, alors la valeur efficace est donnée par l'expression suivante. I, c'est la racine carrée de la surface de I au carré sur T. Toujours la surface dans une période. Pour mesurer la valeur moyenne d'une tension ou d'une intensité du courant, on utilise des appareils magnéto-électriques en position DC. DC, ça veut dire direct courant. Ici, on a l'exemple d'un voltmètre magnéto-électrique. Donc, il permet de donner la valeur de la tension moyenne. Bien sûr, si on sélectionne le mode DC. Pour mesurer la valeur efficace d'une tension ou d'une intensité de courant, on utilise des appareils à aiguille ferromagnétique en choisissant la position AC. AC, ça veut dire alternatif courant. Alors, prenons l'exemple d'un ampèremètre à aiguille. Donc, c'est un ampèremètre ferromagnétique. Il permet de mesurer l'intensité. Donc, la déviation de l'aiguille est proportionnelle à l'intensité de courant. Mais, normalement, pour calculer la valeur du courant, donc, il faut tenir compte du calibre choisi et de l'échelle de l'appareil. On peut utiliser des appareils numériques pour mesurer l'intensité ou la tension. Donc, ces appareils numériques affichent directement sur leur écran la valeur mesurée. Par exemple, ici, c'est 2,98. On peut sélectionner le courant ou la tension ou la résistance et afficher directement la valeur mesurée. On appelle ces appareils des multimètres parce qu'ils permettent de mesurer à la fois le courant, la tension ou la résistance. Une grandeur alternative sinusoïdale, c'est une grandeur périodique dont la valeur instantanée est une fonction sinusoïdale de temps. Pour le régime sinusoïdal alternatif, la tension du courant est là pour expression U de t égale à U max sinus oméga t ou U de θ égale à U max sinus θ. I de t égale à I max sinus oméga t ou et θ égale à I max sinus θ. Avec θ égale à oméga t et oméga c'est 2πf. F bien sûr c'est 1 sur t. Donc oméga, on peut dire qu'oméga égale à 2π sur t. Alors, prenons l'exemple d'un signal sinusoïdal U de t en fonction du temps ou en fonction de θ. Alors, on a dit que la valeur de la tension efficace change à chaque instant. Donc, prenons l'exemple où θ, bien, par exemple, égale à 0. Donc, ici, c'est θ égale à 0. Donc, normalement, sinus θ, sinus de 0 égale à 0, fois U max, ça fait 0. Donc, on obtient ici 0. Alors, donc, pour ce point-là, θ égale à pi sur 2. Alors, on va calculer. Sinus de pi sur 2, ça fait 1. 1 fois U max, ça fait U max. Donc, U de θ égale à U max. Pour θ égale à 3 pi sur 2, sinus de 3 pi sur 2 est égal à moins 1. Donc, ça fait moins U max. Donc, U de θ égale à moins U max. Et ainsi de suite. Donc, la tension change de valeur à chaque instant. Alors, la tension sinusoïdale, sa période est constituée de deux alternances. Il y a l'alternance positive et l'alternance négative. La période, c'est 1 sur F et la fréquence, c'est 1
sur T. Donc la tension maximale, c'est la valeur crête. Donc là, ça c'est Umax et ça c'est moins Umax. Alors toujours U de T égale à Umax sinus oméga T, U minuscule ou U de T, c'est la valeur instantanée de la tension. Umax ou U avec un chapeau, c'est la valeur maximale ou amplitude de U, avec Umax est égal à U racine de 2. U en majuscule, c'est la valeur efficace de U qu'on voyait ici minuscule. Lorsqu'on écrit U minuscule, c'est la tension instantanée, c'est-à-dire U de T. Donc, on a dit que U, c'est la valeur mesurée par un voltmètre, bien sûr, en position AC, puisqu'on mesure une tension alternative. Et oméga, c'est la pulsation ou vitesse angulaire en radians par seconde, avec oméga égale à 2πf qui est égal à 2π sur T. Alors là, on a un signal sinusoïdal. La période, c'est entre ces deux sommets ou bien entre ce point-là et ce point-là. Et l'amplitude, normalement, c'est la tension maximale, donc c'est toute cette distance, donc c'est ça l'amplitude de la tension maximale. On appelle l'amplitude entre ce point-là et ce point-là, on appelle la valeur crête à crête. La valeur efficace d'une tension alternative, c'est une valeur équivalente à une tension à courant continu qui produit la même quantité de puissance. Et U efficace égale à Umax racine de 2. Normalement, la valeur efficace d'une tension est symbolisée par U efficace avec un EF minuscule. De même, la valeur efficace d'un courant alternatif, c'est la valeur équivalente à un courant continu qui produit la même quantité de puissance. I efficace est égal à Umax racine de 2. Par exemple, si on a une résistance qui est alimentée par une tension continue de 100 volts et produit une puissance de, par exemple, 100 watts, on aura besoin d'une tension efficace de 100 volts pour produire la même puissance qui est égale à 100 watts. Pour la valeur moyenne, donc la valeur moyenne d'une grandeur sinusoïdale est nulle, donc bien sûr parce que la tension elle est alternative et sinusoïdale. Donc comme vous voyez ici, on a dit que l'expression de la valeur moyenne c'est en fonction de la surface. C'est la surface sur la période. Ici dans une période T, on a deux surfaces qui sont égaux mais de signes différents. Donc leur somme égale à 0. D'où la valeur moyenne d'une tension sinusoïdale est toujours égale à 0. Maintenant, on va essayer de visualiser la forme d'un signal sinusoïdal à l'aide d'un oscilloscope. Un générateur basse fréquence permet de générer des tensions sinusoïdales ou rectangulaires ou triangulaires. Il permet de varier l'amplitude de la tension, de 0 jusqu'à 10 par exemple. Donc c'est la tension maximale, c'est pas efficace. On peut varier la fréquence. Alors cet oscilloscope permet de mesurer l'amplitude, c'est-à-dire la valeur maximale, et mesurer la fréquence en mesurant bien sûr la période. Alors pour mesurer l'amplitude, on va fixer par exemple ici 100 Hz et ici comme vous voyez on a 2 carreaux et demi multiplié par la base du temps qui est 2 volts par division, ça fait 5 volts. C'est la valeur maximale. Donc pour trouver la valeur efficace, on divise par racine de 2 et on trouve 3,53. Maintenant pour mesurer la fréquence, il suffit de mesurer la période. Là on a 5 carreaux plus 5 carreaux, donc ça fait 10 carreaux. Donc, pour trouver la période, il suffit de multiplier par la base du temps qui est 1 milliseconde par division. 10 fois 1, ça fait 10 millisecondes, donc la fréquence c'est 100 Hz. Alors maintenant, on va changer la fréquence avec 1 kHz. Quand vous remarquez ici, la fréquence elle est plus rapide et la période elle est plus petite. Là, on a une période de 1 carreau, c'est-à-dire 1 division, multiplié par 1 milliseconde par division, donc ça donne 1 milliseconde. Donc la fréquence c'est 1 sur 1 milliseconde, ça fait 1 sur 10 puissance moins 3, ça fait 1000 Hz.
La représentation de Fresnel, soit U de t, donc c'est un signal sinusoïdal, qui est égal à U racine de 2 sinus oméga t plus phi. La valeur maximale, c'est U racine de 2, la valeur efficace, c'est U. On va essayer de représenter cette tension avec la construction de Fresnel. On va associer à cette tension un vecteur U. Voilà, donc le vecteur U, donc elle est déphasée par rapport à l'axe des X par un angle phi. La norme de vecteur de U, c'est la valeur efficace de U. Et l'angle entre le vecteur U et l'axe des X qui est pris comme origine de phase, c'est la phase à l'origine phi de U de t. Comme exemple, on va représenter deux tensions sinusoïdales avec la construction de Fresnel. U1 de t égale à 3 racines de 2 sinus oméga t plus pi sur 4. U2 de t égale à 4 racines de 2 sinus oméga t moins pi sur 6. Alors la tension efficace c'est 3 volts pour U1. La tension efficace pour U2 c'est 4 volts. Alors U1 est déphasé de pi sur 4 par rapport à l'axe des X. Donc c'est un déphasage positif. Donc U1 il est en haut. On dit que U1 est en avance de phase par rapport à l'axe des X. La norme de U, c'est la valeur efficace, qui est 3 volts pour U1. Donc, si on choisit une échelle de 1 volt qui est égale à 1 cm, la norme, c'est-à-dire la norme de la tension, sera égale à 3 cm. Pour la tension, U2 t qui est égal à 4 racines de sinus oméga t moins pi sur 6. Donc un déphasage négatif de moins pi sur 6. Donc voilà un déphasage qui est négatif. Alors U2, elle est déphasée avec l'axe des X du moins pi sur 6. Donc il va être en bas. On dit que U2, le vecteur U2 est en retard de phase par rapport à l'axe des X. Et on peut dire aussi que U2 est en retard par rapport à U1. Le vecteur de Fresnel, c'est un outil qui est très intéressant, mais il conduit à des diagrammes vectoriels, donc à une résolution graphique des problèmes. On peut utiliser une autre méthode pour étudier un circuit en régime sinusoïdal. C'est à l'aide des nombres complexes. Alors, à une grandeur sinusoïdale U, par exemple, U de t, on va associer une grandeur complexe U. Donc, le nombre complexe s'écrit avec un trait en bas de U. Un nombre complexe est caractérisé par son module et son argument. Alors, pour la tension U complexe, le module U, c'est la valeur efficace U de t, et l'argument phi de ce nombre complexe U, c'est la phase à l'origine phi de U de t. Alors, l'écriture des nombres complexes s'écrit de deux façons. Alors, ici, normalement, U, en complexe, il y a un trait en bas qui est égal à U phi. Donc, il est représenté par son module U et sa valeur, et son argument phi, qui est égal aussi à U cos phi plus J U sinus phi, qui est égal à A plus JB, avec A, c'est la partie réelle, B, c'est la partie imaginaire. Si on veut calculer le module U, c'est la racine de A carré plus B carré. Et l'argument phi, c'est l'arc tangente de B sur A, avec bien sûr B, c'est la valeur, normalement, c'est la partie imaginaire, et A, c'est la partie réelle. On peut représenter graphiquement ces nombres complexes. Normalement, X, c'est l'axe des réels, Y, c'est l'axe des imaginaires, et on peut tracer le module U. Donc, il est déphasé par rapport à l'axe des X par son argument qui est phi. Alors, A égale à U cos phi, B égale à U sinus phi. Lorsqu'on observe à l'oscilloscope deux tensions de même fréquence sur un même circuit, on constate qu'ils sont décalés. On dit qu'il existe une différence de phase ou déphasage. Soit deux tensions de même fréquence. U1 égale à U1 racine de 2 sinus oméga t plus phi 1. U2 égale à U2 racine de 2 sinus oméga t plus phi 2. Alors, comme vous voyez ici, on a la tension U2, c'est en bleu, elle est déphasée par la tension U1 qui est en rouge. D'après la construction de Fresnel, U1, elle est déphasée de l'angle phi 1, U2 est déphasée de l'angle
phi 2. On voit bien que U1, elle est en avance de phase par rapport à U1. On peut même remarquer ici sur le chronogramme, voilà, U2, normalement c'est en bleu, donc c'est I2 qui commence et après ça vient U1. Donc U1, elle est en retard par rapport à U2. Prenons un autre exemple. Alors phi, c'est le déphasage entre U1 et U2. Alors prenons le décalage, c'est voilà, c'est un décalage horaire, c'est l'angle phi qui est égal à U1 entre U1 et U2. Prenons un autre exemple. Là, on a, comme vous voyez, U2 et U1, ils sont en phase. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un décalage, il n'y a pas un déphasage entre les deux tensions. D'après la construction de Fresnel, on voit bien que U2 et U1 ils sont en phase, voilà, ils ont même déphasage, mais la tension U2 elle est plus grande que celle de U1. Et on peut voir aussi ici que voilà, la tension U2 elle est plus grande que U1. Prenons un autre exemple. Toujours U2 elle est déphasée par rapport à U1. D'après la construction de Fresnel, on voit bien que U2, regardez, elle est en retard par rapport à U1. Donc voilà ici, U2 qui est en bleu, elle est en retard, ça vient après U1. Donc c'est U1 qui commence, puis ça vient U2. Donc on dit que U1, elle est en retard par rapport à U2. Alors le dernier exemple, on a ici, les deux tensions sont en opposition de phase. Alors d'après la construction de Fresnel, on voit bien que U2 et U1 sont en opposition de phase. Donc le déphasage entre U1 et U2, c'est pi, 180 degrés. Alors, on va visualiser ce déphasage, on va l'étudier. Alors prenons l'exemple de deux tensions sinusoïdales, V1 de t égale à sinus de oméga t plus 0 et V2 de t égale à 2 sinus de oméga t. Donc on voit bien qu'ils sont en phase, même à l'aide de construction de Fresnel, voilà, V1 est en phase avec V2. On va essayer maintenant de créer un déphasage pour V2. Alors on va donner un déphasage de 46 degrés. Voilà, positif. Donc, comme vous voyez ici, donc, il y a un déphasage entre la tension V2 et la tension V1. Donc, ce décalage s'appelle un déphasage. On voit bien que d'après la construction de Fresnel, que V2, elle est en avance de phase par rapport à V1, puisque V1, sa phase à l'origine égale à 0 et V2 égale à 46 degrés. On peut aussi donner un déphasage négatif. Alors de V2, donc on va donner un déphasage négatif de 46 degrés aussi, ou bien 45 degrés. Alors voilà, comme vous voyez ici, voilà le déphasage change. Et là, voilà, ils sont déphasés. Comme vous voyez ici, d'après la construction de Fresnel, V2 est en retard de phase par rapport à V1. Ici, on voit bien que c'est V1 qui commence, puis ça vient V2. Donc, on dit que V2, il est en retard de phase par rapport à V1. Le déphasage entre V2 et V1, c'est 45 degrés. Alors, application. Donner l'écriture complexe de ces deux tensions. U1 de t égale à 2 racines de sinus oméga t plus pi sur 4 et U2 de t égale à 3 racines de 2 sinus oméga t moins pi sur 6. Deuxièmement, de même pour ces courants. I1 de t égale à 3 racines de sinus oméga t moins pi sur 2 et I de t égale à racine de 2 sinus oméga t. D'après leur forme complexe, vous allez donner l'expression de ces deux tensions. Donc U3 égale à 3 moins pi sur 4, U4 égale à 2 et moins. Donc ça veut dire le module égale à 2 et le déphasage égale à pi sur 4. Quatrièmement, vous allez représenter graphiquement ces deux tensions après avoir les transformées en valeurs instantanées, U3T et U4T. Vous allez les représenter avec la construction de Fresnel. Merci pour votre attention.